jeboilelocal.ca. En direct sur Facebook, voici votre dégustation hebdomadaire avec jeboilelocal.ca. Hello, bienvenue dans mon environnement où les bières commencent à s'accumuler, hein? Ce qui a été goûté dans les dernières semaines. Mon nom, c'est Philippe et je suis votre hôte dans ces dégustations en direct. Le but, goûter de la bonne bière, s'y attarder en profondeur, analyser un peu ce que c'est, puis de vous permettre d'avancer dans cette dégustation-là en invitant surtout les gens de l'industrie, des brasseurs même qui sont derrière le succès de ces microbrasseries-là et des bières pour nous expliquer en profondeur qu'est-ce qu'il y en est de ces bières-là et pour répondre à vos questions aussi. Si vous écoutez ce vidéo-là en direct en ce 17 mars live sur Facebook, on vous invite via les commentaires à poser vos questions, envoyer vos commentaires. Ça va nous faire plaisir de répondre si vous avez des questions là-dessus. Et si vous captez cette vidéo-là via notre page YouTube, notre chaîne, on vous invite à vous abonner à la chaîne dans le coin en bas ici. Là, vous pouvez vous abonner et vous allez avoir toutes les notifications au fur et à mesure qu'il y aura d'autres dégustations et vous aurez accès à tout ce qui s'est fait par le passé via cette page YouTube de Je bois local. Voilà, la table est mise. Ce soir, c'est la Saint-Patrick. Je suis d'accord. On a fait notre spécial la semaine passée pour permettre de boire de la Saint-Patrick ce soir. Et on a une brasserie de Montréal à l'honneur ce soir qui s'appelle Arikana, que vous connaissez fort probablement pour être allé ou encore pour avoir dégusté un de leurs produits en canette. Et je vais de ce pas rejoindre le brasseur en chef, Francis, qui est, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que tu es en direct de la brasserie, ça se peut-tu? Oui, j'en direct de la brasserie. Maintenant, le couvre-feu à Montréal est rendu à 21h30. C'est vrai, soir, c'est je vais vrai. pouvoir faire l'entrevue à partir d'ici sans courir jusque chez nous, en ayant peur de la police. Exact. Et je te félicite pour la décoration de ton chapeau. C'est très, très Merci, printemps. c'est de la part de Lauriane qui a vraiment insisté pour que j'aille une fleur. Mais ça fait très printemps. Il va faire encore plus chaud à Montréal qu'à Québec aujourd'hui. Donc, tu es dans le mille. Oui, vraiment. D'ailleurs, on a décalfeutré les portes de terrasse aujourd'hui pour se donner l'impression qu'on était ouvert et au printemps. Francis, tu es le brasseur en chef, comme je l'ai dit, chez Arikana à Montréal. Donc, c'est un brewpub et brasserie aussi. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton cheminement, parce que même avant d'arriver chez Arikana, tu avais déjà de l'expérience comme brasseur. Parle-nous un petit peu de ton cheminement personnel. Oui, mon cheminement personnel, en fait, un peu comme tout le monde, j'ai commencé comme brasseur maison. Je me souviens même pas c'était quand. Ça fait à peu près une dizaine d'années. J'ai commencé à brasseur maison, puis j'ai rencontré quelques personnes via des groupes Facebook comme Nano Brasseur, qui maintenant sont rendus à des milliers de membres. À l'époque, on était peut-être 150. Puis je pense que où est-ce que tout a débloqué, c'est quand on a lancé l'idée un peu en groupe de se réunir puis de faire une espèce de concours amical de brasseurs maison. Puis à l'époque, on avait convaincu Philippe Wouters d'être le juge de ce concours-là, qui était super amical, là, genre 5-6 personnes. Puis finalement, ça a tellement fait de jaloux sur le groupe qu'on n'a comme pas eu le choix de créer un concours en bonne et due forme. Puis il y a des brasseries qui se sont impliquées pour brasser des bières gagnantes, tout ça. Fait que de fil en aiguille, quelques mois plus tard, on a formé l'ABAC, l'Association des brasseurs amateurs du Québec. Oui. Qui, qu'au fil des années, est devenu un concours annuel, un centre où est-ce qu'on donnait des formations, où est-ce qu'il y avait des ressources, une carte de membre qui donnait des rabais chez les fournisseurs, dans les brasseries, tout ça. Fait que moi, j'ai chapeauté ça pendant quelques années avant de passer le flambeau là, il y a quelques années. Fait que c'est un peu ce qui a ouvert la porte, mes portes, en fait, au milieu. J'ai travaillé pendant 2 ans chez Glutenberg avant d'arriver chez Arikana, où on m'a offert un poste de brasseur, puis de fil en aiguille, j'en suis venu au poste de brasseur en chef. Ça fait maintenant presque 5 ans que je suis à la brasserie Arikana. Ça fait 4 ans que je suis brasseur en chef.
On va parler maintenant plus de la brasserie Arikana. Si vous êtes dans la grande région de Montréal, vous voyagez beaucoup, vous êtes sûrement arrêté par cet endroit unique. Écoute, je suis pas le plus ferré. On n'est pas dans Rosemont, là. On est en Petite-Italie dans votre secteur, c'est ça? C'est officiellement dans Villeray, Parc Extension, Saint-Michel. OK. Officiellement. Donc, c'est ça, on est pas loin du marché Jean Talon, en fait. OK. Donc, mais c'est ça, la rue Jean Talon, ça fait la délimitation entre Villeray là, puis Rosemont. On est vraiment à la limite de trois quartiers. On est vraiment pas loin de Parkex non plus, du Milex, Myland. C'est un quartier qui n'était pas très à la mode là, il y a 6 ans qu'on s'est établi ici, mais que maintenant, c'est un chantier continuel. Donc, parlons un peu de ça. Arikana, on en parlait un peu précédemment, mais le look de la brasserie en tant que tel diffère vraiment beaucoup des autres. Et dès le départ, il y a eu une envie de votre part d'explorer plusieurs styles, une carte très étoffée de bières lorsqu'on va là-bas. Donc, parle-nous un petit peu de ça, de Arikana et de ce que vous avez fait avec ce brewpub-là. Mais en fait, l'histoire remonte à quand même assez loin parce que la brasserie Arikana, pour les gens qui viennent de l'Abitibi, là, peut-être que ça résonne un peu, le Arikana. C'est le nom d'une rivière qui traverse Amos. Il y a une partie de l'Abitibi qui monte jusqu'à la baie James. Donc, c'est ça, la brasserie Arikana existait à Amos. Ça a été fondé, en fait, en 1975. C'était un peu une taverne, en fait, là. Ça a été un des premiers permis de brasserie, qui faisait opposition au permis de taverne. Donc, les dames étaient bienvenues. Il y avait de la bière en fût, il y avait de la cuisine. Puis, en fait, c'était les parents de la propriétaire actuelle de la brasserie qui ont construit et fondé la brasserie Arikana à Amos, puis qui ont été propriétaires de 1975 jusqu'au milieu des années 80. C'était un endroit où se réunissaient, j'ai le goût de quoter Jean-Paul Veilleux, qui était le fondateur, qui disait qu'il y avait autant de col bleu que de col blanc. Ah, c'est-à-dire que, tu sais, on réunissait toutes les strates de la population, autant les gens un peu plus pauvres que les gens un peu plus riches. C'est ça. En fait, tout le monde était bienvenu à la brasserie Arikana. Peu importe comment tu étais habillé, c'était quoi ton métier, tout le monde était bienvenu à cet endroit-là. Ce qui faisait un peu opposition à ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire que c'était beaucoup, tu sais, les gars à la taverne, puis les gens un peu plus riches avaient leur spot, puis c'est ça. Tandis que, tu sais, c'était plus stratifié à l'époque, tandis qu'eux sont arrivés avec un concept que tout le monde est chez vous. Puis quand tu rentres à la brasserie Arikana, tu étais chez vous. Tu te faisais servir de la bouffe faite maison. C'est sûr qu'à l'époque, la bière n'était pas brassée sur place, mais c'était quand même ça l'esprit de la brasserie Arikana. Ensuite, mettons qu'on fast-forward là, quelques décennies. Ma patronne, Marie-Pierre Veilleux, qui est la fille des propriétaires originaux, est allée visiter Amos un peu par hasard comme ça. Puis, dans le fond, l'ancien local de la brasserie Arikana était à vendre ou à louer. Puis, elle connaissait l'agent d'immeuble. Fait qu'elle est allée visiter. Puis, finalement, se rendre compte que tout l'ameublement original était resté là. Fait que ça s'est fait assez instantanément dans sa tête. Elle a dit, je rachète tout l'équipement, tout l'ameublement, les tables, les chaises, les lustres, puis je m'en vais à Montréal repartir la brasserie de mes parents avec l'attitude que mes parents, les valeurs que mes parents avaient dans cette entreprise-là. Puis pour pousser la note encore plus loin, elle a dit, ben, la bouffe était faite maison, tout était très accueillant, donc on va aussi faire notre bière maison. Fait que la brasserie Arikana a ouvert officiellement fin 2014 dans un décor très moderne, mais qui était absolument inspiré de l'ancienne architecture de la brasserie Arikana originale, qui était beaucoup de bois, beaucoup de briques. C'était beaucoup des matériaux nobles. C'est pour ça que la brasserie Arikana, en ce moment, si vous venez, ben, il y a des plafonds en sapin, il y a des comptoirs en marbre, il y a des colonnes en briques blanches. Tout ça, c'est juste inspiré de l'architecture originale.
Puis ça représente un peu la stabilité, c'est tous des matériaux nobles qui t'offrent dans le temps. Nos chaises ont 45 ans. Nos lustres, nos luminaires aussi ont 45 ans, sont toujours là. Maintenant, le rose est à la mode, mais nous, le rose de nos chaises, c'est juste parce qu'il était orange il y a 45 ans. Ils ont déteint. Ils ont déteint, tu sais. T'es en train de me dire que le choix de la couleur rose pour tout votre branding vient en fait d'un orange décoloré, c'est ça? Absolument. C'est excellent. Tout notre branding découle de l'histoire de l'ancienne brasserie. Je sais que sur nos canettes, on a le tag, le brasseur Aricana un peu plus moderne, mais ceux qui connaissent un peu plus, on a ici le logo qui est un peu style baseball, là, si on veut. Là. Mais c'est l'ancien logo de la brasserie Aricana. C'était aussi le logo de l'équipe de hockey brasserie Aricana. Il y a quand même un passé assez sportif aussi, là, parce que le père de Marie-Pierre jouait dans la Ligue nationale. Marie-Pierre elle-même, c'était une basketteuse ou une joueuse de basket professionnelle. Donc, l'idée des numéros aussi de nos bières, c'est un peu comme un jersey de sport. Là. Ben oui, je me posais la question justement à propos de ces numéros-là. Exactement. Donc, toute l'ambiance, le branding a été pensé par rapport à l'histoire. On l'a juste adapté de façon un peu plus moderne, puis on a ajouté le volet microbrasserie à ça. Puis, l'idée, c'était aussi que, justement, ça serait comme un peu un vent de fraîcheur dans la microbrasserie là, en 2014 parce que il y a quand même, sauf exception, là, je veux pas m'attirer les foudres de personnes, mais il y a quand même comment je dirais ça, une atmosphère assez viking, masculin, man cave qui revient souvent dans les microbrasseries, tu sais, bois de grange, look un peu industriel, tout ça. Nous, d'arriver avec un look un peu plus épuré, avec beaucoup de blanc, des serveurs en tuxedo, on se disait que la microbrasserie méritait un peu plus de prestance. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très différent quand on va chez Aricana. Dès l'entrée, le décor, l'ambiance, mais tu le vois là, qu'on est dans un autre environnement. Et écoute, j'aimerais ça t'amener tranquillement, pas vite, vers la bière, si ça te tente de parler de la bière de ce soir, parce qu'on va déguster ensemble. Et c'est le fun parce qu'évidemment, tu es le brasseur en chef, donc on va pouvoir en parler en long et en large. Et on a décidé de parler de la Pilsner bohémienne de Aricana, qui est en fait une bière blonde qui est un peu une bière classique quand on va à votre pub et aussi très disponible en canette. Donc, c'est ce qu'on va goûter ce soir. Pilsner, évidemment, c'est une bière blonde, c'est une lager, donc fermentation plus basse en température. Mais parle-nous de Pilsner bohémienne, du style et de comment toi, tu as pensé et exécuté cette recette-là. Oui, donc en fait, Pilsner bohémienne, en fait, la Bohème, c'est une région de la République tchèque où se situe Prague. En fait, c'est toute la région qui entoure la ville de Prague. Ça s'appelle la Bohème. C'est vraiment une appellation régionale, si on veut, où est-ce que ils ont comme... En fait, toute la République tchèque, il y a Pilsen, qui est une ville qui a donné le nom de Pilsner au style. Ouais. En fait, je vais faire une parenthèse que je vais essayer de garder rapide. Oui, dans toute l'histoire du développement des styles de bière dans les siècles précédents, l'évolution des bières a beaucoup été dictée par l'eau. Parce que maintenant, je veux dire, on connaît toute la science sur l'eau, on peut avoir des filtres, rajouter des minéraux, blablabla, mais à cette époque-là, l'eau, qui est l'ingrédient principal de la bière, qui influence toutes les réactions chimiques et biochimiques qui se passent dans la bière, ben si tu avais cette eau-là, tu étais pris avec, tu sais. Fait que beaucoup de styles qui se sont développés par rapport aux sources d'eau disponibles. Meilleur exemple, très rapide, Burton-on-Trent, qui est un village de l'Angleterre, qui est un village de 800 personnes. À la fin du 19e siècle, il y avait genre 29 brasseries établies là. Parce que dans leur tête,
il y avait une source d'eau magique qui faisait les meilleures bières. Fait que toutes les brasseries se sont ramassées là. Donc, en République tchèque, principalement, l'eau était pratiquement vide. C'est pratiquement de l'eau distillée. Ça veut dire que je ne rentrais pas dans la science, mais si tu essaies de faire un stout ou des bières houblonnées ou des bières plus maltées avec cette eau-là, ça ne sera pas bon. Ça va être acide, arch, blablabla. Fait que, de fil en aiguille, par la force des choses, dans cette région-là du monde, c'est développé des bières délicates, assez équilibrées, qui se sont devenues les Pilsner. Donc, Pilsner Bohemian, ça fait juste référence à cette région-là du monde. C'est une bière de fermentation basse. Donc, ça veut dire une levure lager qui fermente à très basse température, tranquillement, qui produit très peu d'arômes fruités ou épicés comme on peut retrouver dans les levures ale, ce qui fait que ça fait transparaître vraiment de façon plus intacte les saveurs du malt et du houblon. C'est pour ça que souvent, on va dire qu'une Pilsner, ça goûte la bière. Tu sais, je veux dire, ça goûte pas grand-chose d'autre que l'orge puis le houblon dans ses stades les plus basiques, si on veut. Ouais. Fait que puis, ici... Oui, je te laisse aller. Vas-y. Ben, en fait, c'est ça. Ça a toujours été, même quand, aujourd'hui, c'est un peu plus à la mode, mais même quand c'était pas à la mode, ça a toujours été le genre de bière qui m'intéressait de brasser. Puis en fait, la 89, la Pilsner Bohemian, c'est une recette que je brassais avant même d'arriver à la brasserie Arcana. Ça a été une recette que je faisais comme brasseur maison. C'est ça que je brassais parce que c'est ce que je voulais boire chez nous. Puis quand je suis arrivé à la brasserie Arcana, puis que assez rapidement, Marie-Pierre m'a dit « Choisis-toi un numéro. Puis, vas-y, carte blanche, fais la bière que tu veux. » J'ai quand même été... En fait, les gens ont été surpris que je choisisse de faire une bière blonde à 5%. Donc, on va parler un petit peu aussi du courant de tout ça parce que de plus en plus de microbrasseries ont maintenant des pilsners super intéressantes. Comme tu le dis, on revient un peu à la base des ingrédients. On revient aussi à la base. Tu sais, on revient à la base, le malt, le houblon et la levure qui laisse toute la place à la céréale. Donc, c'est vraiment là que c'est intéressant et je vous invite à ne pas vous arrêter au fait que ce soit une bière blonde, mais bien d'en déguster plusieurs et vous allez vous rendre vite compte que les brasseurs ont des petites, chacun leur petit secret pour amener de la personnalité à ces bières-là. Puis à un moment donné, on se met à découvrir une belle variété de breuvages. Donc, Pilsner Bohemian, on parle d'une blonde qui est un petit peu amère quand même dans le... Oui, c'est vraiment, si vous avez la chance, quand la vie va revenir, de voyager en République tchèque, probablement la première chose qui va vous frapper, c'est que les bières sont amères. On a été dans le courant des dernières années nord-américaines, on était habitué de moins en moins à l'amertume, plus à des goûts un peu plus sucrés. Mais en fait, quand on retourne en République tchèque et qu'on prend une Pilsner, on se rend compte que OK, la bière, c'est vraiment amère. C'est très houblonné. C'est pas une IPA, mais c'est quand même généreusement houblonné. OK. Fait que dans cette recette-là, on le disait, avec une bière blonde un peu plus axée sur le grain. Si on poursuit notre dégustation, qu'on a regardé la couleur, bon, évidemment, une bière blonde, nous, la mienne est un petit peu trouble du fait qu'elle ne doit pas être filtrée, j'imagine. Non, mais ça reste quand même une bière très pâle. Oui, c'est quand même, écoute, la recette, là, ça ne peut pas être plus simple que ça. C'est 100% du malt Pilsner à l'ancienne, là, donc malté sur plancher, comme il faisait dans le temps. C'est un malt qui est produit en Allemagne, mais avec de l'orge qui vient de la Bohème et qui est malté selon les traditions tchèques. Puis le houblon, c'est du houblon Saz, qui est le houblon tchèque qui est le plus utilisé, classique, blablabla. Et une levure lager, tout aussi simple et répandu. C'est vraiment dans l'équilibre et de prendre le temps, surtout. C'est une bière qui fermente super lentement. On parle de pratiquement un bon 2 semaines de fermentation et 4 semaines de garde à froid, sans filtration. Donc, cette bière-là, du brassage à l'encanettage, c'est 1 mois et demi.
Donc, on va au nez. J'en ai profité pour prendre une petite puff là-dedans. Souvent, on va, différemment de d'autres bières, on va l'avoir au nez, le grain. Le grain qui est souvent caché par bien d'autres affaires, des arômes de levure, mais aussi d'autres choses. Mais là, ici, on le sent. Là, ça sent la céréale. Et il y a un petit côté aussi houblon, le Saz, comme tu disais, qui est un houblon qui sent un peu plus terreux, peut-être, là, comme nez, mais on n'a pas un nez d'IPA, évidemment, mais c'est le fun parce qu'on sent le grain, tu sais, ça fait différent quand même de d'autres bières. Ben, comme tu disais, en fait, la plupart des bières qui sont des L, je te dirais peut-être un 95%, les Lover L produisent beaucoup d'arômes qui sont perceptibles au nez, principalement. Fruité, épicé, blablabla. Tandis que les Lover Lager, c'est comme si c'était neutre, carrément. Tu sais, je veux dire, eux, ils prennent le sucre, ils transforment le sucre en alcool puis en CO2, puis pour le reste, ils laissent les ingrédients transparaître. Donc, effectivement, c'est rare qu'on peut sentir la céréale presque de façon intacte au nez. Mais je pense que c'est ça qu'on aime d'une Pilsner, c'est-à-dire que d'ouvrir une canette de Pilsner, ça sent comme ouvrir un sac de malt. Oui, il y a vraiment le côté céréal, effectivement. Ouais, c'est assez intact. C'est pas très... il n'y a pas beaucoup de transformation qui se passe. Là. C'est vraiment intéressant pour les gens qui débutent dans la dégustation, là, qui vous voulez découvrir. Là, faites-le avec ces pilsners québécoises-là qui sont de plus en plus travaillées et vous allez vraiment sentir la céréale. C'est super intéressant. Ouais. Et là, on va se prendre, on va rentrer à l'étape de goûter à ça. Et à chaque semaine, j'invite mon ami Big Mouth Billy Bass à venir faire une intermède musicale parce que ça me permet de me concentrer sur la dégustation. Alors, je lève mon verre à toute l'équipe de Ricana. Très, très hâte de retourner vous voir là-bas et bien content d'avoir vos bières. Tu aller chercher le poisson? On goûte à ça. T'en as un aussi? Ben oui, la brasserie Ricana, je veux dire, c'est une rivière. Là. Fait qu'on a des poissons ici. Vous avez des poissons? Je vais aller chercher un poisson. Ça? Ouais, ça me permet de me concentrer sur mes papilles gustatives et savoir de quoi parler après. Merci, Big Mouth Billy Bass. Il aime bien ça ici, puis je donne une petite gorgée à la fin. Il aime bien ça. Donc, on parle il y a un brochet de la brasserie Ricana qui va passer derrière nous. Pour vrai? On se relance? Ben oui. Truc mécanique. Un brochet, un brochet. Alors, il y a beaucoup d'obstacles, là. Ça se sent bien. C'est un monstre, c'est parfait. C'est un monstre de brochet qu'on surnomme Bro. Bro. Chacun son poisson, chacun de son bar. Donc, la bière, on en parlait et au niveau Pilsner, ça laisse toute la place au grain. Et moi, je trouve ça intéressant. Tu parlais de bière amère. Donc, on approche le verre, on a la céréale au nez, on la goûte aussi, mais tout de suite après, notre bouche est rincée par une belle amertume et ça reste. Ouais. Donc, tu l'as dit, c'est pas aussi amer qu'une IPA, mais quand même, l'amertume est là, elle est persistante et c'est ce qui rend ça super frais. En fait, moi, toujours, en fait, cette bière-là, c'est la meilleure démonstration de ce que j'essaie de reproduire dans toutes les bières, c'est-à-dire l'équilibre. J'essaie toujours de créer un équilibre entre l'alcool, le sucre, l'amertume, les différents ingrédients. Que ce soit dans une bière de soif à 4%, que dans un barley wine à 10%, ce qui est important, c'est toujours l'équilibre. Pour moi, c'est-à-dire que une bière peut être très sucrée, liquoreuse, mais si on a une belle amertume ou un beau taux d'alcool pour venir balancer ça, ben ça fait que la dégustation est agréable. Dans ce cas-ci, je pense que humblement, c'est comme l'équilibre ultime, c'est-à-dire qu'à chaque gorgée, tu as un peu de sucré de malt, tu as un peu d'amertume de houblon, tu as un peu une petite chaleur d'alcool, mais qui n'est pas non plus démesurée. Tu as quand même une aromatique de houblon et de malt qui vient accompagner le tout. Fait que chaque gorgée appelle la prochaine. Exactement. Là, c'est ça, c'est vraiment ce qu'on classe comme des bières de soif par excellence. Exact. C'est ce que je trouve intéressant excuse-moi de t'interrompre, mais
c'est ce que je trouve intéressant un peu du renouveau là, de cette vague-là de lager qui reviennent un peu à la mode. Si on pense il y a une dizaine d'années, quand les microbrasseries ont commencé à prendre un peu plus de place, on dirait que les microbrasseries devaient s'opposer aux bières de macrobrasserie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les bières de microbrasserie, c'était des quadruples belges, des grosses bières fortes, sucrées, foncées, très amères, ou très sucrées, ou très... Ça prenait toujours de l'abondance puis de l'extrême pour s'opposer à la bière commerciale, si on veut. Ouais. Ce qui est très correct. C'est comme ça que la microbrasserie s'est démarquée. Mais maintenant, on a un retour à se dire, OK, la bière de microbrasserie, on peut aussi produire une bière de soif accessible à tout le monde, qui n'a pas besoin d'être démesurée, mais qui est juste fabriquée de façon artisanale avec des bons ingrédients. Fait que ce genre de bière-là parle autant aux beer geeks, là, je m'excuse si j'offense des gens en disant ce terme-là, mais ça s'adresse autant aux gens qui sont initiés à la bière de microbrasserie qu'aux gens qui ne sont pas du tout initiés à la bière de microbrasserie, qui eux sont habitués à boire de la Coors Light. Mais quelqu'un qui boit de la Coors Light pourrait apprécier cette bière-là. Ça pourrait être leur porte d'entrée dans la microbrasserie. Exact. Puis, ben, évidemment, il y a deux volets à la bière de micro. Il y a les fameuses canettes qui se retrouvent sur les tablettes des dépanneurs dans les murs et des murs de style de bière. Et les gens cherchent la nouveauté, cherchent la triple machin, double machin. Mais il y a aussi tout ce qui se consomme en fût. Et je sais que chez Arikana, vous êtes avant tout un pub, là, un resto pub. Ouais. Donc, ces genres de bières-là, là, quand c'est sur place, je veux dire, il en coule des litres et des litres. Tout le monde est bien intéressé à goûter la nouvelle triple IPA fraîchement houblonnée. Mais quand c'est le temps d'une bonne bière qui nous permet de discuter entre amis puis de se rafraîchir, ces bières-là, on la cote. Là, je veux dire, c'est ça qui sort beaucoup là, dans les pubs. Oui, exactement. Puis, je veux dire, nous, normalement, en temps de vie normale, 80% de notre production est vendue en fût. Puis de ces 80%-là, nos plus gros vendeurs en termes de volume, c'est de façon indéniable tout ce qui est blonde, lager, blanche, rousse. Je veux dire, nous, on les appelle pas comme ça, mais on les appelle Pilsner, Hefeweizen et Best Bitter ou Altbier ou Blondel, mais reste que nos plus grands vendeurs en termes de volume, c'est définitivement des bières de soif, accessibles, que les gens boivent pinte après pinte. Exactement. Et c'est vraiment réussi dans le cas de cette Pilsner bohémienne que vous faites avec Arikana. En finale de bouche, j'ai encore une légère amertume qui reste. Donc, qui donne le goût de continuer la dégustation. Donc, vraiment un super beau produit. Écoute, le temps file. J'aimerais ça quand même prendre quelques instants pour que tu nous parles de l'avenir. On attend tous la réouverture dans le coin de Montréal. Ouais. Parle-nous de ce qui s'en vient pour Arikana. Ben, d'abord, nous, pour ce qui est du côté restaurant, on commence à se préparer tranquillement à l'éventualité d'un retour à des salles à manger ouvertes. Mm-hmm. Donc, les cuisiniers sont revenus récemment, ont commencé à plancher sur les menus. On va revenir vraiment aux sources au niveau du menu bouffe. Nous, notre nourriture a toujours été de très comfort food, bouffe familiale. Là. Tu sais, si tu viens à la brasserie, tu prends une table de 8 personnes, puis tu commandes plein de plats à partager, puis sans trop de flafla. Fait qu'on va revenir beaucoup aux sources avec ça. Puis du côté bière, ben pendant la pandémie, nous, on a continué à brasser autant de volume qu'avant. Donc, tantôt, quand je vous disais que dans le passé, 80% de notre production était vendue en fût, ben, ça veut dire qu'en ce moment, on fait 5 fois plus de canettes qu'avant. Parce qu'on a continué à brasser les mêmes volumes, mais 100% en canettes depuis le mois de mars dernier, depuis un an, en fait.
Donc, ça veut dire qu'on a un beau problème, que quand le restaurant va réouvrir, puis que Ouais. le fût, nous, on est à pleine capacité depuis 2 ans déjà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que très bientôt, on va pouvoir annoncer qu'on va être capable de fournir les 2 demandes. OK, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, et même plus. Mais je vais vous garder vraiment les punchs pour qu'on va être capable de vous l'annoncer parce que c'est quand même assez excitant. Ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille sur le projet d'expansion. Et drôlement, le confinement et la fermeture nous a aidés à aiguiller un peu la direction dans laquelle on s'en allait avec ça. Donc, ce que je comprends entre les lignes, c'est qu'il y a une belle expansion à venir, mais il y a beaucoup d'endroits au Québec où on retrouve vos produits actuellement en bouteilles, en canettes, qui pourraient peut-être ne plus en avoir quand la réouverture va se produire. Et vous n'êtes pas le seul cas. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup de brasseries je peux vous garantir qu'on ne va pas se retirer d'aucun marché. OK. Bon, ben, j'aime ça. Excellent. Écoute, merci beaucoup de ton temps, Francis, avec nous ce soir pour le secret derrière cette belle Pilsner bohémienne. Juste avant, quand on pensait planifier le vidéo, on avait plein. Vous avez des produits barriqués d'exception, des choses incroyables, des assemblages. Ouais. J'aimerais ça qu'on puisse en reparler un jour de ces bières-là parce que Arikana, pour moi, avant tout, c'était ça, ces belles bières barriquées-là. Et je suis content qu'on prenne le temps de parler de la Pilsner bohémienne parce qu'elle est excellente, mais si vous vous prenez dans les dépanneurs spécialisés, que vous voyez la belle bouteille, parce que ces bières vieillies-là sont en bouteille, vous pouvez vous lancer là-dedans. Il y a des trucs hallucinants qui sont faits en bouteille avec, vous avez un shake, évidemment. L'étiquette verte avec la petite cabane dessinée en rose, là. Puis d'ailleurs, cette cabane-là, rose, sur l'étiquette de nos assemblages, c'est le dessin de la brasserie originelle d'Amos en 1975. Donc, garochez-vous là-dessus parce que, sérieux, il y a des produits complètement hallucinants qui se font dans tous les styles et vieillis ou bières fraîches. Écoute, merci beaucoup, Francis, de ton temps. On va suivre, évidemment, Arikana facilement via les réseaux sociaux et on souhaite à la grande région de Montréal une réouverture des salles à manger. D'après moi, c'est pour très bientôt et toute cette crise sera chose du passé et ça aura changé le paysage brassicole québécois. Donc, ouais, on va suivre ça avec intérêt. Excellent. Donc, oui, santé. Cheers. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Au revoir. Très intéressant, ces moments passés avec des brasseurs. J'adore ça, les secrets derrière les bières, les plus simples puissent-elles être, mais à la fois vraiment, vraiment intéressante quand on s'y arrête. C'est important et quand je fais la dégustation, on prend le temps là, de décortiquer par étapes parce que c'est ce qui fait le plaisir de découvrir ces bières artisanales. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Si vous étiez en direct avec nous ce soir sur notre canal YouTube, notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les dégustations et évidemment, je serai de retour la semaine prochaine pour une autre vidéo en direct et une autre dégustation avec Je bois local. Bonne semaine! Jeboislocal.ca